Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo point lecture puisque je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Je vous parlerai donc de Demain les chats de Bernard Werber, puis du premier tome de la série des Ferrailleurs par Édouard Carré, et enfin je vous parlerai du Club des punks contre l'apocalypse zombie par Karim Berouka. On commence donc par Demain les chats de Bernard Werber. Je suis assez fan des livres de Bernard Werber, je ne les ai pas tous lus mais j'en ai lu une bonne partie. J'avais adoré Le Papillon des étoiles ou encore la trilogie Nous les dieux. Il écrit des livres très faciles à lire, très accessibles, assez originaux et aussi bourrés de connaissances et de savoirs qu'il aime nous faire partager, que ce soit en termes scientifiques, historiques ou autres. Et puis il y a toujours aussi beaucoup de questions philosophiques hyper intéressantes. Donc je me suis lancée dans cette lecture avec confiance, même si le thème des chats est pas forcément un thème qui me parle, moi je suis plus chien que chat. Concernant l'histoire, vous l'aurez compris, on va suivre des chats, on va en suivre deux à Montmartre. Il y a tout d'abord Bastet, qui est la narratrice du roman, et qui est donc une chatte qui vit à Montmartre, qui essaye de comprendre les humains et de se faire comprendre par les humains, avec plus ou moins de réussite. Et de l'autre côté, on a Pythagore, qui est un chat avec un trou dans la tête où on peut lui mettre une clé USB, ce qui lui donne accès à notre internet, à nous les humains, et du coup il a amassé une connaissance énorme du monde des humains, de notre histoire, de nos sciences, etc., de la façon dont on fonctionne. Donc ça en fait une sorte de chat hyper savant. On va donc suivre la rencontre de ces deux chats pendant que le monde des humains part un peu en cacahuète. Déjà voilà, il y a le thème du terrorisme qui est très fortement abordé. Le climat en France est des plus tendus et ça va pas aller de mieux en mieux au fil du roman. Donc on va voir comment cela se passe du point de vue des deux chats, et donc évidemment on va les voir ensuite tenter de survivre. Le roman est assez court, donc j'essaye de pas trop redévoiler parce que sinon ça perd un peu son intérêt. Ce que je peux dire c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions, ça se lit très vite et il se passe pas mal de choses au sein du bouquin. Alors du coup, concernant mon avis, alors j'ai pas aimé le livre. Alors déjà l'histoire elle est hyper perché. Il y a des éléments vraiment ridicules en fait dans cette histoire. Vous l'aurez compris là quand j'ai parlé de Pythagore qui a donc une sorte de prise dans la tête qu'on lui a mise quand il a été en laboratoire, où on peut lui brancher une clé USB qui lui donne accès à internet. Je prends mon chat, je lui ouvre la tête, je mets une cassette dedans. Je prends mon chat, je lui ouvre la tête, je mets une cassette dedans. Admettons pourquoi pas, mais c'est très mal expliqué, c'est très grossier la façon dont c'est amené, la façon dont c'est traité, et du coup ça ressemble pas à du Bernard Werber. Les thèmes abordés ressemblent à du Bernard Werber, mais on a l'impression que c'est une caricature de son travail, tellement c'est grossier et facile. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris dans ce livre au niveau des points de vue philosophiques, psychologique et de tout ce qui se passe aussi au niveau du monde des humains, et du coup j'ai trouvé ça assez problématique et ça m'a pas plu. Alors est-ce que c'est un livre qui aurait mérité beaucoup plus de pages pour qu'il puisse prendre plus son temps? C'est vrai que là tout se déroule très rapidement, on a très peu de description, on a du mal à s'intéresser et à s'attacher aux personnages, donc que ce soit les chats ou les humains. Dans ce roman, on va quand même retrouver pas mal de connaissances et de savoirs que Bernard Werber essaye de nous partager, notamment là à travers l'histoire des chats, que ce soit en Égypte ou ensuite dans le Moyen-Âge, etc. Leur persécution, etc. C'était assez intéressant, on apprend des choses, mais ça n'apporte pas grand-chose au récit, et donc ouais, beaucoup d'incohérences, vraiment des passages assez ridicules, avec ces chats qui deviennent de plus en plus humains. De la science-fiction pourquoi pas, mais là c'était le ton n'allait pas et non, ça marchait pas quoi. Voilà, Bernard Werber nous a habitués à beaucoup mieux, donc c'est un peu décevant. Après pour les jeunes de 10 à 12 ans, peut-être que ça
passerait pas mal. Du coup, on va passer au deuxième livre que j'ai lu, qui est le tome 1 de la trilogie Les Ferrailleurs, Le Château par Édouard Carré. Je ne connaissais absolument pas l'auteur ni cette trilogie, mais quand j'ai vu cette couverture, j'ai tout de suite eu envie de le prendre dans les mains, de le lire, et j'ai eu bien fait parce que c'était vraiment génial. Comme j'ai dit, il s'agit d'une trilogie, le tome 2 et le tome 3 sont déjà sortis, pas au livre de poche comme celui-là, mais chez les éditions Grasset, donc en gros format. Moi j'ai opté pour le livre de poche, et ce qui est super cool, c'est que le livre de poche a pris exactement la même couverture que les éditions Grasset. En plus, il y a un petit effet de texture sur la couverture, et je trouve qu'elle est vraiment réussie. Ouais, quand j'ai vu cette couverture, avec cette peinture en noir et blanc, avec ce personnage qui fait très Tim Burton, et puis le nom, Les Ferrailleurs, ça m'a carrément donné envie de lire, et c'est effectivement complètement ça. Il y a un gros côté Tim Burton dans ce roman-là. Donc si on aime l'univers de Tim Burton, on ne peut qu'aimer ce roman. L'histoire se passe en Angleterre au 19e siècle, en pleine industrialisation, et donc on va suivre d'un chapitre à l'autre deux personnages. D'un côté, on a Claude, qui est un adolescent qui appartient à la famille des Ferrailleurs. C'est une famille qui est carrément chelou. Alors déjà, ils vivent tous ensemble dans le fameux château, le château des Ferrailleurs, et c'est une famille assez énorme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste du père, de la mère, des grands-parents et de 2-3 enfants, c'est vraiment une très très grosse famille où tout le monde ne se connaît pas forcément. Le château est vraiment une demeure immense, et il est habité en fonction de la noblesse du sang des membres de la famille Ferrailleurs, donc c'est-à-dire les purs sangs, on va dire, vivent en haut, et puis vous l'aurez compris, les autres vivent en bas, sont plutôt les servants. Ce château est un immense bâtiment très bizarre au niveau architectural et construit avec plein de briques et de brocs qui sont des objets de récupération qui ont été justement récupérés tout autour du château, parce que le château est situé au milieu d'une immense, mais vraiment immense décharge, et cette décharge, elle fait la fierté des Ferrailleurs. On est vraiment dans une atmosphère de décharge, de crasse, de saleté, d'objets anciens, de récupération, etc. Moi j'ai complètement adoré. Du coup il y a un petit côté presque, pas steampunk, mais un peu, mais un côté pas mal gothique aussi. Comme la décharge est un lieu presque vénéré, chaque ferrailleur se doit dévouer un culte à cette décharge, et à chaque naissance d'un nouveau membre de la famille, ce membre-là se voit recevoir un objet de naissance, donc c'est-à-dire un objet qu'on a récupéré dans la décharge, et qui devient quelque chose de très personnel et qui est lié complètement à son possesseur, et devra être gardé tout au long de sa vie et traité avec le plus grand soin, bien sûr. Par exemple, Claude, lui, possède une bonde de baignoire. Voilà. C'est sa bonde, c'est la sienne, et il la balade partout avec lui. Toute la journée, toute sa vie. Et Claude, lui, en plus de ça, il a une particularité encore plus bizarre, c'est qu'il entend les objets parler. Pas tous les objets, mais beaucoup d'objets parlent, et en l'occurrence, ces objets disent leur nom. Alors il les crie, il les chuchote, peu importe, et Claude est capable de les entendre et il est le seul. Par exemple, sa bonde de baignoire lui crie tout le temps James Henry Hayward, comme si c'était son nom. Donc ça doit être assez chiant d'entendre toute la journée, tous les jours, des tas d'objets autour de soi gueuler des noms. Donc il y a un côté assez drôle et assez absurde aussi dans le livre, et ça m'a beaucoup plu. Et donc Claude, lui, il fait partie évidemment de la noblesse, et il vit donc plutôt dans les étages supérieurs du château. De l'autre côté, on va suivre le personnage de Lucy Pennant, qui elle est une orpheline qui n'appartient pas à la famille des Ferrailleurs, et qui habite donc dans un orphelinat à Londres. Sauf qu'un jour, on va lui apprendre que si, en fait, elle fait partie de la famille des Ferrailleurs, donc il faut qu'elle aille vivre au château avec les autres, mais comme elle n'est pas de sang pur, elle se retrouve à être donc servante pour les Ferrailleurs plus nobles,
Elle va donc devoir apprendre tout un tas de règles les plus absurdes les unes que les autres, puisque elle ne connaît pas du tout ces ferrailleurs et leurs règles et le château et comment tout ceci fonctionne. Donc on va la suivre apprendre tout ça. C'est un personnage assez intéressant. Et un jour, la poignée de porte de la tante Rosamund disparaît. Donc la poignée de porte, c'est son objet de naissance, donc évidemment ça fait un foin pas possible. Voilà, comme je l'ai dit, l'objet de naissance c'est quelque chose de hyper important pour les ferrailleurs, et là, la poignée de porte disparaît. Donc Claude va devoir un peu mener l'enquête pour savoir où est cette poignée de porte, si quelqu'un l'a dérobée, etc. Et du coup, évidemment, il va tomber sur Lucy Pennant, et puis on va suivre l'évolution de leur rencontre. Ce sera donc là le début vraiment de l'aventure, pleine de rebondissements, pleine de questions, puisque pourquoi les objets gueulent des noms comme ça. Voilà, il y a beaucoup de mystères dans ce premier livre. On a quelques réponses qui sont apportées dans ce premier livre, mais pas tout, donc on a très envie de lire le tome 2 et puis le tome 3 bien sûr. C'est très facile à lire, il y a un côté très anglais qui me plaît beaucoup, l'univers comme je l'ai dit gothique, sombre à la Tim Burton, très bizarre et très absurde, est très bien fait, très bien construit, les personnages, que ce soit Claude ou Lucy ou tous les autres, sont très attachants, ou au contraire pas du tout attachants mais on aime bien quand même. Tout le côté multitude d'objets, décharge immense, la décharge qui est presque personnifiée, elle devient une sorte d'immense océan prêt à se transformer en tempête. Et puis le style de l'auteur aussi est assez intéressant, il use de beaucoup d'accumulation par exemple, quand il écrit, ce qui rajoute encore plus ce côté plein d'objets, plein de choses. Donc à imaginer, c'est vraiment super. On termine avec un autre coup de cœur, c'est Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie par Karim Berouka. Et là c'est pareil, quand je l'ai vu, je me suis complètement fiée à sa couverture et surtout à ce titre. Voilà, punk, zombie, qu'est-ce que ça vient faire ensemble? Moi ça me parlait tout de suite, j'ai sauté dessus, il fallait absolument que j'achète ce livre, et j'ai pas été déçue. Et je suis vraiment trop nulle parce que je ne savais pas du tout qui était Karim Berouka. Et il se trouve qu'il a été le parolier et un des membres du groupe Ludwig von 88, donc un groupe de punk français. Et du coup, il est aussi auteur de livres. Cette histoire est complètement déjantée. J'aurais jamais pu deviner ce qui allait se passer dans ce livre, vraiment. On a des zombies, ouais, mais alors, tout ce qui se passe avec eux ou sans eux, c'est complètement dingue. Alors le début semble assez classique, puisque du jour au lendemain, à Paris, c'est la fin du monde, les gens se sont transformés en zombies. Sauf que quand les gens se transforment en zombies, on est en train de suivre 7 punks, voilà, un petit collectif de 7 punks qui vivent dans leur petit squat dégueulasse quelque part dans Paris. Et donc on a un assemblage assez éclectique de punks, c'est-à-dire qu'on a d'un côté Dusty et Fonce D qui sont, vous l'aurez compris, les punks plutôt accros à la drogue et plutôt on se défonce tout le temps. On a la militante Eva, on a Kropotkin qui est un anarchiste, on a le débrouillard Manche-Poubelle, oui, les noms sont assez sympathiques dans ce bouquin, et on a Glandouille et Pustule, des punks à chiens. Et donc ils sont tranquilles dans leur squat quand ils se rendent compte que les gens sont en train de se bouffer les uns des autres. Oui, parce que leur squat il est plutôt bien niveau sécurité, c'est une petite forteresse, donc ils sont bien à l'abri, donc ils peuvent assister à cet apocalypse un peu tranquille, j'ai envie de dire. Et donc, même ce début classique est très très drôle, parce que voir Dusty et Fonce D regarder les gens se bouffer entre eux et se dire on est vraiment défoncés parce qu'on voit des gens se bouffer entre eux, et qu'ensuite comprendre que ils sont peut-être défoncés mais ça se passe vraiment, c'est hilarant. Et donc ce que j'ai trouvé génial comme idée, c'est que là on a des personnages punk, c'est-à-dire des gens qui sont contre le capitalisme, contre l'autorité, qui sont anarchistes, etc. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent avec ce qu'ils ont toujours voulu, l'anarchie, le chaos. Ils se retrouvent vraiment avec la possibilité de voir le capitalisme s'effondrer, de voir la société de consommation s'effondrer. Et j'ai trouvé ça assez génial d'imaginer
quelle pourrait être leur réaction et qu'est-ce qu'ils feraient. Comment ils survivraient et comment ils géreraient cette crise par rapport à des personnages plus normaux, comme on pourrait retrouver dans Walking Dead par exemple. Et alors c'est à la fois hyper drôle, bien sûr, mais aussi assez intelligent, j'ai envie de dire. Parce que ce que j'ai aimé, c'est qu'on va nous montrer une image positive de ces punks. Alors ouais, au début ils vont faire un peu n'importe quoi, ils vont faire des conneries et tout, mais la façon dont ça va se dérouler dans le roman et de la façon dont ils vont évoluer ces personnages punk, ben c'est pas con quoi. Bon, l'avantage c'est que Karim Berouka a été dans un groupe punk, donc il connaît les punks, et il a pas une vision pessimiste d'eux, il est pas plein de clichés aussi sur les punks, donc du coup il sait de quoi il parle, et puis il peut vraiment le faire comme il veut. Et là il a décidé de montrer ça sous une façon assez positive tout en gardant beaucoup d'humour et beaucoup d'absurde aussi. Évidemment on est sur un ton humoristique, sarcastique et satirique. Il n'y a pas besoin d'être un punk pour lire ce livre, je pense qu'il peut parler complètement à tout le monde. Déjà parce qu'il est tellement drôle, il se lit très bien. Ouais, le style d'écriture de Karim Berouka, j'ai adoré. Alors c'est plein de gros mots, c'est plein de références musicales punk, c'est hyper incisif et franc, ça m'a pas mal fait penser à Virginie Despentes que j'aime beaucoup aussi. Les puristes des zombies, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est-à-dire ceux qui sont vraiment très à cheval sur qu'est-ce que doit être un zombie, qu'est-ce qu'il ne peut pas être, n'aimeront peut-être pas ce livre, parce que pour le coup, Karim Berouka prend beaucoup de liberté, et il peut, parce que les zombies ça n'existe pas, donc on peut en faire ce qu'on veut, hein, on est d'accord, prend beaucoup de liberté avec la mythologie zombie, on va dire. Voilà, les zombies ne se comportent pas forcément tout le temps comme des zombies classiques, et du coup c'est très surprenant, puis c'est très drôle. Au fil du roman, l'histoire devient de plus en plus dingue et barrée, et part dans un délire assez ésotérique presque, qui est très bizarre mais que j'ai trouvé formidable, et puis la chute finale est formidable. Il faut le lire, vraiment. Voilà, c'est tout pour les 3 derniers livres que j'ai lus, c'était plutôt bon. Si vous avez lu ces romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos, et je meurs de chaud, donc je vous dis à la prochaine, et je vous fais des gros bisous. Des bisous. Puisque je vais vous parler des derniers... Je vous parlerai donc de... Oh non, il y a une bestiole encore. Oh, maintenant il y a des camions. Des camtars. De la... Putain.